Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec la deuxième partie concernant le cours sur le système hypothalamo-hypophysaire. Alors je vous invite à vous abonner et de ne pas oublier d'activer la cloche de notification pour ne manquer les prochaines vidéos. Le système hypothalamo-hypophysaire, donc nous avons dit qu'il était constitué de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Donc l'hypophyse antérieure et l'hypophyse postérieure, les deux étant reliés par une tige appelée la tige pituitaire. Aujourd'hui nous allons parler spécifiquement de l'hypophyse et de sa sécrétion. En ce qui concerne l'hypothalamus, les effets de cette sécrétion sont généralement ce qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Donc, on n'aura pas trop à parler de ça. L'hypophyse, ici, nous allons parler d'abord des hormones antéhypophysaires. Les hormones antéhypophysaires, nous avons cité dans la vidéo précédente 6. Nous avons la GH, la CTH, la FSH, la LH, la TSH et la prolactine. Donc ces hormones ont tous des fonctions plus ou moins spécifiques. Mais en réalité, il y a une septième hormone qui est la bêta-LPH. Et de ces 7 hormones, c'est seule la bêta-LPH qui n'a pas une fonction bien définie, du moins jusqu'à aujourd'hui. La GH, appelée encore l'hormone de croissance, c'est une hormone à concentration variable en raison des pics de sécrétion. Donc lorsque nous prenons cette courbe-là, qui est la courbe de sécrétion de la GH en fonction du temps, nous avons en ordonnée la concentration et en abscisse nous avons le temps. Donc chez l'homme, à 6h PM, c'est-à-dire à 18h, nous avons un léger pic, mais nous avons un pic important à partir de minuit. À partir de minuit, la GH augmente de façon exponentielle. Et donc, c'est très capital à savoir et c'est l'essentiel même en ce qui concerne la sécrétion de la GH. À partir de minuit, nous avons un pic. Et donc, 6 PM, c'est pour dire 18h. Et lorsque nous voyons ici, c'est-à-dire à minuit, nous avons un pic de la sécrétion de la GH. Et un deuxième pic vers 4h du matin. Voilà. Et également chez la femme, c'est plus ou moins la même chose. Nous avons un pic de sécrétion à minuit. Et voilà. La GH est dégradée par le foie et n'a pas d'élimination urinaire. La GH n'est pas éliminée dans les urines. Les effets. La GH a un récepteur à activité tyrosine kinase cytoplasmique. Un récepteur membranaire bien sûr. Les effets sont sur la croissance et sur le métabolisme. Sur la croissance, nous avons sur la croissance osseuse et la croissance des tissus mous. Sur la croissance osseuse, elle induit directement la différenciation des préchondrocytes et indirectement par l'intermédiaire de l'IGF-1, la prolifération des chondrocytes. Sur la croissance des tissus mous, elle stimule la synthèse protéique et la captation des acides aminés par les tissus. Ce qui va entraîner une augmentation de la masse musculaire et la taille des viscères. Et elle entraîne également une rétention sodée et augmente le volume extracellulaire. Sur le métabolisme, elle stimule la lipolyse au niveau des tissus adipeux, ce qui va entraîner une augmentation des acides gras libres. Au niveau du tissu adipeux, musculaire et du foie, va entraîner une consommation du glucose, mais particulièrement au niveau du foie. Elle va à l'inverse faciliter la production du glucose au niveau hépatique en diminuant la sensibilité des cellules à l'insuline. Le contrôle de la sécrétion de la GH. La GH est contrôlée par 2 hormones hypothalamiques. Ici, nous voyons clairement que l'hormone de croissance est, depuis l'étage hypothalamique, sous le contrôle de la GH-RH et de la somatostatine. La GH-RH va entraîner une stimulation de l'antéhypophyse, ce qui va entraîner la sécrétion de l'hormone de croissance. Par contre, la somatostatine va entraîner une inhibition de la sécrétion de l'hormone de croissance. Il faut noter que nous avons également un autre contrôle qui est exercé par l'IGF-1. L'IGF-1 va inhiber la sécrétion de l'hormone de croissance. Et l'hormone de croissance également va entraîner une inhibition de sa sécrétion depuis l'étage hypothalamique. Donc, on va diminuer la sécrétion de la GH-RH
ce qui va également diminuer la stimulation de l'antéhypophyse, et donc la conséquence c'est une diminution de la sécrétion de l'hormone de croissance. L'hormone de croissance va également stimuler la somatostatine, la sécrétion de la somatostatine à l'étage hypothalamique. La somatostatine qui inhibe donc la sécrétion de l'hormone de croissance étant stimulée, donc on aura comme conséquence l'hyposécrétion de l'hormone de croissance, ou deux fois. Donc un double autocontrôle comme nous l'avons dit. La sécrétion pulsatile avec un pic important en début de sommeil, également décrit dans les courbes qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, c'est une hormone liée. La GH fait partie des hormones protéiques qui ne sont pas libres dans le plasma, donc liées à la GH binding protein. Et je vous invite à aller suivre le cours sur la généralité des glandes endocrines et je mettrai le lien dans la description. L'ACTH. L'ACTH, c'est une hormone à concentration fluctuante, basse le soir et s'élève en fin de nuit ou le matin. Donc, l'ACTH va se lier à une protéine G et en stimulant un effecteur, et cet effecteur, c'est l'adénylate cyclase. La fonction essentielle de l'ACTH, c'est de stimuler la production des glucocorticoïdes et accessoirement, elle va stimuler la synthèse des androgènes. À concentration suffisamment élevée, il faut noter que l'ACTH va stimuler les mélanocytes, ce qui va entraîner une augmentation de la pigmentation. Donc on aura une hyperpigmentation. Le contrôle. La stimulation de l'ACTH est par le CRH dont la sécrétion est contrôlée par un rythme nictéméral, c'est-à-dire basse le soir et élevé le matin. Des stimuli nerveux. L'inhibition, c'est par rétrocontrôle négatif exercé par le cortisol sur l'hypophyse. Et voilà, l'ACTH va être stimulé, la sécrétion de l'ACTH va être stimulée par la CRH et l'ACTH à son tour va stimuler la corticosurrénale, ce qui va entraîner la sécrétion du cortisol. Le cortisol va donc entraîner par rétrocontrôle négatif une diminution de la sécrétion de l'ACTH. Et c'est ce seul rétrocontrôle qu'on a. Maintenant, parlons de la FSH et de la LH. En ce qui concerne ces deux hormones, ce sont des hormones avec un récepteur coupé à la protéine G, à effecteur l'adénylate cyclase. En ce qui concerne les effets de ces hormones, nous allons décrire ça dans une vidéo ultérieure. Et du point de vue stimulation, la FSH et la LH vont stimuler les gonades. La TSH. La TSH est une hormone libre dans le plasma qui a pour fonction la stimulation de la production des hormones thyroïdiennes. Le contrôle. Le contrôle se fait par stimulation, la stimulation par la TRH qui est libérée par l'hypothalamus, modulée par rétrocontrôle négatif des hormones thyroïdiennes sur donc l'hypophyse, l'hypothalamus pardon. Ici nous voyons donc que la TSH est sous le contrôle à l'étage hypothalamique. Donc la TRH va stimuler la sécrétion de la TSH. La TSH à son tour va stimuler la glande thyroïde, ce qui va entraîner une sécrétion des hormones thyroïdiennes, la thyroxine et le T3. Les hormones thyroïdiennes, à leur tour, vont entraîner par rétrocontrôle une inhibition de la sécrétion de la TSH à l'étage hypophysaire et à l'étage hypothalamique. Ces hormones vont inhiber la sécrétion de la TRH, donc ce qui va entraîner donc une diminution de la stimulation de l'antéhypophyse et on aura une hyposécrétion de la TSH. Parlons maintenant de la prolactine.
la prolactine. Dans le plasma, cette hormone est libre. La concentration plasmatique est variable et à cause du caractère pulsatif de sa sécrétion. Sa concentration double pendant le sommeil et ses effets. Sa fonction essentielle est la stimulation de la lactation après l'accouchement et en augmentant le volume de la glande mammaire, elle va entraîner la production du lait. À forte concentration, la prolactine a un effet diabétogène. C'est une hormone qui contribue à la diminution de la tolérance au glucose en fin de grossesse. À concentration élevée, la prolactine va inhiber la sécrétion pulsatile de la GnRH et va entraîner donc une diminution de la LH et la FSH. Avec des troubles du cycle menstruel chez la femme et une impuissance chez l'homme. Le contrôle. Ce qui concerne la prolactine, l'inhibition est hypothalamique essentiellement, et nous l'avons vu dans la partie 1 de ce cours. Il n'y a pas de rétrocontrôle en ce qui concerne la prolactine. Nous n'avons pas de rétrocontrôle négatif classique. Les conditions physiologiques de la sécrétion de la prolactine. Nous avons la grossesse, l'allaitement, le sommeil, la stimulation du mamelon, les rapports sexuels et le stress. Et donc voilà. Maintenant, nous allons parler de la post-hypophyse. La post-hypophyse n'a que deux hormones, l'ADH et l'ocytocine. L'ADH a des effets à deux niveaux, au niveau vasculaire et le niveau rénal. Au niveau vasculaire, l'ADH est lié au récepteur V1, vasculaire peut dire V1. Donc, le 1, c'est juste une façon de... c'est une astuce. Donc, V, pour dire V, donc vasculaire en fait. Voilà, liaison au récepteur vasculaire 1. Lié à une protéine G avec un effecteur à adénylate cyclase. Et l'effet au niveau vasculaire, c'est une vasoconstriction. Au niveau rénal, nous avons une liaison au récepteur V2. Donc là-bas, comme nous avons dit, V1 pour vasculaire. Ici, cette fois-ci, c'est V2 pour rénal. Rénal, donc c'est V2. Parce que ce n'est pas V. Voilà, c'est des astuces au fait. Donc l'ADH a un récepteur lié à la protéine G avec un effecteur, cette fois-ci, la phospholipase C. Et l'effet au niveau rénal, c'est une augmentation de la synthèse et de l'insertion des aquaporines à la membrane apicale des cellules principales. Donc ce qui va entraîner une augmentation de la perméabilité à l'eau du tube collecteur. Voilà. Le contrôle, la stimulation se fait par une hyperosmolarité. Lorsque nous avons une hyperosmolarité, la sécrétion de l'ADH est stimulée. Et également une hypovolémie. L'ocytocine. Les effets de l'ocytocine, bon, l'ocytocine c'est lié à un récepteur lié à une protéine G avec stimulation de la phospholipase C qui est étant donc son effecteur. Nous avons deux cibles majeures, les glandes mammaires ça va entraîner la stimulation de l'éjection de lait. Au niveau de l'utérus, une contraction des cellules du myomètre. Et tout cela, nous l'avons dit dans la première partie de ce cours. Et voilà, nous avons fini avec le système hypothalamo-hypophysaire. Je vous demanderai donc de poser vos questions. N'hésitez pas à les poser, laissez-les dans les commentaires. Ça va aider à avoir les idées un peu plus claires. On va essayer d'échanger. N'hésitez pas également à partager. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, portez-vous bien.